Bonjour et donc bienvenue à la radio Point de Vente Collectif de Tram. Donc cette émission de radio, c'est une conférence téléphonique qui est organisée par notre association nationale de développement agricole, Tram. Pour ma part, je suis Thierry Ponce, je suis membre de l'équipe projet circuit court de Tram et je vais animer cette radio. Donc si vous êtes agriculteur, salarié d'un magasin, porteur de projet d'un point de vente collectif ou bien agent de développement qui accompagne ce type de projet, cette radio, eh bien, elle est faite pour vous. L'objectif, c'est de vous permettre d'approfondir vos connaissances depuis chez vous, sur votre lieu de travail, sur une thématique précise en lien avec les points de vente collectifs, les magasins de producteurs. Cette conférence va durer à peu près 1 heure. Et donc, pour commencer cette émission, je vais vous mettre une musique et nous allons comprendre pourquoi le choix de cette petite musique. C'est parti, mon kiki. Alors, je pense que vous avez reconnu, enfin pour ceux qui connaissent, hein, le générique de l'Eurovision, de l'ORTF. C'était avant qu'il y ait nos multiples chaînes de télé. Ça me semblait de circonstance. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui des représentants de Belgique et de Suisse, donc qui vont témoigner de ce qu'ils vivent dans leur beau pays. Donc, pour reprendre le titre de l'émission, qu'est-ce qui bouge, pourquoi ça bouge et comment ça bouge chez eux. Et donc cet échange, ça vise à nous permettre de comprendre les grandes tendances, les évolutions de la vente directe de produits fermiers en magasin de producteurs dans ces 2 pays voisins. On explorera ensuite le mode de fonctionnement des organisations collectives développées sur ces 2 pays. Et puis nous terminerons sur un peu de prospective pour apprendre ce que demain pourrait être grâce à vos visions sur l'avenir de ce type de vente. Donc vous avez compris que le but de cette ouverture, c'était d'alimenter la réflexion des magasins de producteurs, des points de vente collectifs, des organismes qui les accompagnent en France, dans le but d'anticiper, s'adapter aux changements, aux attentes des clients, aux attentes de la société. Tout ça, c'est pour réussir demain. Donc, comment ça va se passer? Après un temps de témoignage et d'échange, on peut répondre à vos questions. Donc en fin d'émission, on se garde à peu près 20 minutes, un quart d'heure pour ça. Donc, comme pour ceux qui se sont inscrits, on peut recevoir vos questions par SMS ou par mail. Donc, si vous êtes inspiré par ce qui se dit et que vous voulez envoyer vos questions, vous pouvez le faire au 07 83 31 54 86. Alors, je ne sais pas si je vous donne le mail de ma collègue Marion Vandenbulk, parce que ça nous rapproche effectivement de la Belgique. C'est m.vandenbulk, vandenbulke@tram.org. Voilà. Si vous avez eu le temps de noter, chapeau. Thierry, c'est Marion au téléphone de ta collègue un peu de belge, Vandenbulk. Oui. Juste, tu n'as pas donné le bon numéro de portable. Ah d'accord. Tu vas le redonner alors. Alors, je vous le redonne avec grand plaisir. Donc, vous pouvez m'envoyer vos questions au 06 82 81 01 96. 06 82 81 01 96. Voilà, merci. Voilà. Comme ça, tout le monde a eu le temps de prendre un papier et un stylo. C'est super. Donc on y va. Dans un premier temps, nos invités vont se présenter. Donc honneur aux dames. Je commence peut-être par Magali Estève d'Agridea. Oui. On te laisse te présenter. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc oui, je suis Magali Estève. Je suis aussi un pont entre la France et la Suisse puisque je suis française d'origine depuis 15 ans à Lausanne. Je travaille pour Agridea. Agridea, c'est l'association suisse de développement de l'agriculture et de l'espace rural. En fait, on est une centrale de régulation agricole. Donc, on est au service, si vous voulez, de l'équivalent des chambres d'agriculture, qui sont ensuite réparties dans les cantons. Donc voilà, on produit des références, on donne des formations, on anime des plateformes. Les cantons sont nos membres. Et puis, moi, je m'occupe de tout ce qui est les thématiques de valorisation des produits, de différenciation,
de commercialisation et plus largement des questions des filières agroalimentaires en Suisse. Donc voilà, je vais pouvoir vous parler un peu de l'histoire de la vente directe en Suisse. Voilà, on en saura plus tout à l'heure. Et c'est un plaisir d'être avec vous. Merci Magali. Je donne peut-être la parole à Benoît. Benoît Oui, Dave. bonjour. Voilà, Benoît Dave. Dave, Voilà, donc voilà, je suis un des co-directeurs de la coopérative Paysans Artisans, donc qui travaille en région namuroise. C'est une coopérative à la fois de producteurs et de consommateurs, une centaine de producteurs à la fois des fermes, des producteurs primaires, mais aussi des transformateurs. Et toute une série de citoyens donc qui veulent changer un peu le système à la fois de production et de consommation. Et puis alors je représente aussi un collectif 5C, donc le collectif des coopératives citoyennes pour le circuit court, donc qui regroupe 25 coopératives en Wallonie et à Bruxelles et bientôt en Flandre, donc sur la Belgique. Donc voilà, donc des coopératives qui sont actives dans la distribution en circuit court. Voilà. Ok. Peut-être juste pour notre culture géographique, où se trouve Namur? Namur, ouais, sur la Belgique est au nord de la France, hein, donc voilà. Et Namur est au cœur de la Wallonie. Donc c'est même la capitale de la région de la Wallonie. D'accord. Donc voilà. C'est un peu au sud de la Meuse et de la Sambre. Voilà, au sud de Bruxelles, c'est ça? Au sud de Bruxelles, 60 km Okay. au sud de Bruxelles. D'accord. Ok, merci Benoît. Et puis donc notre troisième invité, Victor Bovy, donc qui est agriculteur. Je te laisse te présenter. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Alors je m'appelle Victor Bovy, je suis agriculteur. Je suis aussi président de la coopérative d'Orignol, qui est dans le petit village de Longiraud, qui est du Jura. Donc d'Orignol, en fait, c'est simplement Longiraud à l'envers, donc c'est un D à la fin. C'est marrant, ça chante un peu rossignol comme ça. Et du coup, on est une coopérative principalement de paysans, agriculteurs. On est 23 membres. On est une jeune coopérative d'une année, mais qui fonctionne très bien. Et en parallèle, moi j'ai toute une exploitation agricole. Donc on est une exploitation fortement diversifiée avec pas mal de production. Ça va des fruits au maraîchage en passant par les jus de fruits, les grandes cultures, la viande de porc laineux et la viande d'agneau. Et on commercialise quasiment l'entier de notre production en circuit court, notamment au travers de ce d'Orignol. Donc voilà. Ok, très bien, merci Victor pour cette petite présentation. On y reviendra bien sûr dans la présentation de ton projet par la suite, projet collectif. Donc maintenant qu'on sait à qui on a affaire, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer pays par pays qu'est-ce qui s'est passé par le passé, qui explique aussi la situation aujourd'hui, comment les choses ont évolué, les grandes tendances que vous observez sur chacun de vos pays. Et peut-être, comme je le disais tout à l'heure, en rappelant le contexte un peu particulier, contexte général dans lequel ça s'est développé. Je propose qu'on commence par la Belgique, si vous êtes OK. Oui. Peut-être dire qu'il y a eu historiquement des mouvements coopératifs qui sont nés, je dirais plutôt au début du XXe, avec des agriculteurs qui se sont réunis, qui ont créé des grosses coopératives. Aujourd'hui, ces coopératives-là sont plutôt des acteurs essentiels de l'agriculture industrielle. Donc voilà, alors il y a un nouveau mouvement qui, je pense, se démarre il y a peut-être une dizaine d'années, peut-être un peu plus, d'un double... De deux horizons différents. D'une part, du côté agriculture, où on se rend compte que il y a beaucoup de fermes qui disparaissent et que les prix du marché sont souvent inférieurs au prix de revient. Donc, il faut trouver des solutions, et notamment en vente directe. Et d'autre part, un mouvement qui vient des consommateurs, qui disent on veut plus de traçabilité, on n'a plus trop confiance dans ce qui nous est fourni par l'agriculture industrielle et par la grande distribution.
Et ces deux choses-là mises ensemble, ça crée un espace qui, je trouve, se développe fortement depuis une dizaine d'années. D'une part, peut-être ça a commencé avec à la fois des magasins à la ferme, de la vente directe, de colis, de choses comme ça, de colis de viande, et d'autre part, des groupes d'achat en commun, des GAP, des GATSAP, voilà. Et tout ça démarre il y a 10 ans, peut-être un petit peu plus. Et puis, on voit que ça s'accélère, là. Ça s'accélère. On a de plus en plus de magasins il y a eu de la vente en ligne. Après les GAC, on a eu une éclosion d'initiatives de vente en ligne. On n'avait plus des paniers, mais on pouvait choisir ce qu'on voulait. Et puis là maintenant, on voit l'ouverture de toute une série de magasins coopératifs. D'accord. Juste pour notre gouverne, le GAC, là, donc groupement d'achat en commun, est-ce que c'est l'équivalent des AMAP en France? Oui, c'est ça. Hein. Donc c'est ça, c'est 10, 15, 20 familles qui s'associent avec quelques producteurs du coin pour se fournir essentiellement des paniers avec pas toujours beaucoup de latitude sur le choix de ce qu'il y avait dans le panier, quoi. Voilà. D'accord. Donc ensuite, les ventes en ligne se sont développées. Les ventes en ligne, il y a 7-8 ans, pas mal d'initiatives de vente en ligne où à ce moment-là, on pouvait choisir le contenu de son panier. Et puis, on voit que ces initiatives débouchent de plus en plus sur l'ouverture de magasins. Mais tout ça aussi dans un environnement où l'ensemble de la distribution connaît des gros bouleversements, où la grande distribution est quand même remise en cause fortement, et donc on voit qu'ils nous racontent ceux qui font du bio, qui font du local, qui travaillent avec les petits producteurs. C'est surtout les services de communication qui s'activent un peu. Et puis il y a aussi des nouvelles chaînes de magasins en bio, en zéro déchet, etc., qui apparaissent dans les villes. Et donc ça aussi, ce sont des nouveaux joueurs qui apparaissent. Donc ça bouge, je trouve, assez fort dans la distribution. Oui. Quand tu parles de nouvelles chaînes de magasins, c'est des initiatives privées, c'est ça? Ce sont des initiatives privées, de magasins bio notamment, des chaînes. Hein. Donc là maintenant, on a plusieurs chaînes qui déboulent comme ça depuis 4-5 ans, qui ouvrent magasin sur magasin, et donc qui se trouvent là entre, je dirais, des initiatives citoyennes qui sont plus près du circuit court, ou des initiatives de producteurs avec leurs magasins à la ferme, et puis la grande distribution. Il y a là une série de nouveaux joueurs qui apparaissent. Et qui reprennent en partie les discours aussi du circuit court, de la qualité différenciée, etc. D'accord. Donc voilà. Pour ce qui concerne des magasins qui sont gouvernés, portés par des agriculteurs, qu'est-ce qui se passe? Comment ça a commencé? Alors au niveau des magasins dont je parlais tantôt, des magasins coopératifs, je dirais il y a depuis quand même assez longtemps des magasins à la ferme qui vendaient essentiellement les produits de la ferme. Alors, ce qui se passe là maintenant, c'est l'apparition de 3 types de magasins différents. D'une part, des magasins à la ferme, mais qui élargissent leur offre en s'ouvrant à des produits qui ne sont pas de la ferme, qui sont d'autres fermes ou qui sont achetés chez des grossistes, donc, mais qui ouvrent réellement un magasin avec une offre assez large. Donc des magasins à la ferme. Deuxièmement, il y a, ça c'est depuis 3 ans je dirais, l'émergence de magasins coopératifs plus de consommateurs sur le modèle de Food Coop à New York, de la Louve à Paris, Biscoop à Bruxelles, voilà. Donc ça c'est des consommateurs généralement urbains qui créent une coopérative et qui prestent chacun 2-3 heures par mois dans leur magasin. Donc ça c'est et on a une dizaine qui viennent d'apparaître là en 3-4 ans ici sur la Wallonie. Et alors il y a une
troisième tendance, nous, chez Paysans Artisans, on est plutôt là-dessus. Ce sont des magasins gérés par des coopératives mixtes de producteurs et de consommateurs. Et ça, il y en a aussi de plus en plus. Voilà. Donc il y a des différences quand même dans tout ça, et là on est sur des logiques coopératives. Et puis alors il y a à côté de ça des magasins, des initiatives vraiment privées qui reprennent en partie ce discours sur des magasins zéro déchet, des machins, voilà, qui sont des initiatives privées. Oui, d'accord. En France, on a beaucoup de magasins de producteurs ou de points de vente collectifs, il y a une nuance entre les deux, qui sont exclusivement composés d'adhérents, d'associés agriculteurs. Est-ce que ça existe aussi en Belgique? Alors, donc, je dirais des magasins de producteurs qui ne sont pas dans la ferme, hein, qui sont plus en milieu urbain, et où plusieurs producteurs s'associent. Il y en a, mais peut-être moins qu'en France, à mon avis. Donc, ça existe, mais pas tant que ça. Je dirais que c'est plus des magasins à la ferme, ou alors on se retrouve avec des dynamiques coopératives qui incluent des consommateurs. Ceci dit, il y en a, hein. J'en connais 4-5, mais c'est pas la majorité. D'accord, ok. Juste pour qu'on comprenne bien, quelques éléments de contexte. Finalement, la Wallonie, enfin le secteur où vous avez les magasins là, ça se caractérise comment? Ben oui, on est quand même en Wallonie, sauf l'extrême, le sud de la Wallonie, qui est la province de Luxembourg, qui est vraiment rural, où il n'y a pas de pôle urbain vraiment important. Sur le reste, on est quand même avec une densité de population qui est assez forte, avec toujours une proximité avec des pôles urbains. Et donc, ça explique quand même la configuration un peu des choses, quoi. Hein. Une densité de population assez forte, c'est quoi chez vous? Sur la Belgique, donc c'est 350, et en Wallonie, on est peut-être à 250, mais si on enlève le Luxembourg, on est à 350 certainement, 400 habitants au kilomètre carré, donc c'est quand même la densité. En France, vous n'avez pas du tout ça. Donc ça explique aussi que même les magasins à la ferme ne sont jamais très loin de la ville. Oui. Donc on a des magasins à la ferme qui deviennent vraiment le magasin du village, parce que le magasin du village a disparu d'ailleurs. Donc et alors ils agrandissent leur offre. Donc je crois que ça explique un peu la différence aussi par rapport à la France, où on a moins on est plus loin des pôles urbains quand on est en zone rurale. Oui. On retrouve peut-être ça chez nous dans les zones périurbaines en fait. Oui, avec une forte densité, aussi du pouvoir d'achat, j'imagine. Oui, donc ça, il y a une question de pouvoir d'achat aussi. Pour nous, c'est un combat, hein, donc c'est vrai que les groupes sociaux qui sont les plus sensibles aux produits locaux et à payer un prix un peu plus élevé pour avoir une alimentation de qualité, plus diversifiée, c'est d'abord dans les classes moyennes, quoi, hein, donc et en milieu populaire, c'est plus compliqué, voilà. D'accord. Okay. Je crois plus pour des raisons culturelles d'ailleurs que pour des raisons économiques, mais donc ça veut dire qu'il faut convaincre, il faut continuer à parler beaucoup et expliquer beaucoup. D'accord, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ok, je crois qu'on a bien compris le mouvement là, qu'est-ce qui s'est passé en Belgique, et on verra tout à l'heure un peu vers quoi ça peut tendre aussi demain. On passe peut-être à la Suisse avec Magali. Tu peux nous présenter un peu, pareil, comment ça s'est passé en Suisse? Oui, alors c'est très intéressant parce qu'il y a quand même des choses qui sont assez similaires. En Suisse, par rapport à l'histoire de la vente directe, qui est assez particulier, je pense, c'est dans l'histoire du développement le lien avec l'agriculture biologique. En fait, en Suisse, quand il y a eu tout ce qui était, il y a eu dans les années 70, 80, il y a eu Seveso, il y a eu Tchernobyl, et surtout à Bâle, il y a eu un gros accident industriel qui s'appelait la Schweizer Halle, avec des entreprises d'engrais chimiques qui ont brûlé et de grosses pollutions. Et donc il y a eu une grosse prise de conscience dans ces années-là
à la fois au niveau des chercheurs, mais aussi des agriculteurs, d'abord en Suisse alémanique. Et il y a eu toute une mobilisation par rapport à l'agriculture biologique. Donc, c'est les années de création ici en Suisse de notre institut de recherche sur l'agriculture biologique et des premiers, enfin voilà, vraiment des premières expériences. Et dans ce cadre-là, il y a eu des groupes de travail justement qui mettaient en lien agriculteurs et consommateurs. Et il y a vraiment commencé à avoir justement pareil, des sortes de groupes d'achat qui s'appelaient, ils se dénommaient des groupes d'auto-approvisionnement, qui étaient souvent en lien avec ces exploitations bio, qui pouvaient être liées au mouvement Steiner ou pas. Et puis, il y a certaines de ces initiatives, et c'est assez intéressant, qui existent toujours. Donc avec un groupe de consommateurs qui effectuaient des achats collectifs en fin de marché, par exemple, et qui se sont mis en fait à engager un maraîcher, donc sur le modèle des AMAP françaises. Et ça, c'était en 78. Ah, il faut que je me corrige, en 1970. Donc comme ça, on sait que c'est la Suisse qui parle. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'était les jardins. Pour nous, hein. Ça marche aussi en Belgique. Donc ça, c'est les jardins de cocagne à Genève, qui comptent maintenant 500 membres et qui existent toujours. Donc c'est assez intéressant à observer, je trouve. Donc voilà, après, ensuite, la vente directe, elle s'est effectivement surtout développée au niveau des exploitations, donc sur les exploitations. Maintenant, il y a à peu près, si je dis juste, 21%. Donc plus d'une exploitation sur 5, donc ça représente à peu près 11 000 exploitations en Suisse qui font de la vente directe. Donc voilà, ça a relativement augmenté ces dernières années. Et puis ce qui s'est beaucoup développé, d'abord en Suisse romande et après en Suisse alémanique, c'est ce que nous on n'appelle pas les AMAP, on appelle ça les ACP, l'agriculture contractuelle de proximité. Donc ce sont ces systèmes de paniers. Qui ont en général entre 100 et 200 membres, on va dire ça comme ça, où c'est... Alors, il y a des cas où ce sont des agriculteurs qui, un peu sur le modèle des AMAP, dédient l'entier de leur production, enfin, qui est entièrement vendu dans le cadre des ACP, mais c'est une minorité. Souvent, c'est des exploitants pour qui ça constitue... une partie du revenu, une partie des canaux de commercialisation. Donc voilà, ça on en compte donc sur la métropole lémanique, puisque c'est là qu'on est, donc depuis Genève jusqu'au Bas-Valais, enfin voilà, dans les montagnes. On est à peu près à 1,6 million d'habitants, quelque chose comme ça. Donc pour répondre à la question de la densité, on est à peu près à 150 habitants kilomètres carrés, avec quand même toute une zone qui longe le lac Léman qui est presque urbanisé en continu. Donc on a un bassin de consommation qui est assez grand quand même, et puis une population où il y a quand même aussi pas mal d'expatriés, donc de gens de la communauté internationale qui ont un pouvoir d'achat quand même relativement élevé. Donc voilà. Donc oui, par rapport au développement de ces paniers, il y a aussi des paniers, ça c'est assez intéressant, il y a aussi un modèle de panier qui s'est développé par exemple avec des produits secs, donc tout ce qui est produits d'épicerie, que ce soit céréales, farine, etc. Et là, ils ont réussi à développer quelque chose avec, je crois, un millier de coopérateurs, 1 millier de membres consommateurs. Donc sinon, au niveau de la vente directe, nous, ce qui est assez développé en Suisse depuis longtemps, c'est l'autocueillette. Donc c'est le fait de pouvoir venir cueillir, en fait, souvent c'est pour les petits fruits, mais ça peut aussi être pour d'autres choses. C'est le consommateur qui peut directement venir récolter sur l'exploitation et qui va en partant peser
qu'il a récolté, puis laisser l'argent. Le self-service, donc vous allez avoir une ferme et puis il va y avoir un frigo ou bien des œufs en self-service, puis on laisse l'argent en correspondante. Donc je sais que ça fait toujours, ça étonne toujours beaucoup les Français qui disent mais comment c'est possible que l'argent reste là. Les gens pratiquent parfois l'autocueillette mais laissent pas l'argent en fait. C'est ça. Donc voilà, il y a aussi eu à un moment donné, je ne sais pas si c'est toujours beaucoup développé, mais il y a aussi eu pas mal des automates. Notamment, on avait dû développer ça sur le lait. Oui. Donc voilà. Et puis par rapport au point de vente collectif, mais Victor il pourra compléter. C'est vrai que les magasins de producteurs, dont les membres fondateurs coopérateurs sont à 100% des agriculteurs, c'est très peu répandu finalement. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y en a certains qui se sont développés en lien en fait avec un outil de la politique agricole suisse qui s'appelle les projets de développement régional, où il y a des infrastructures qui sont financées à la fois par l'État et puis par la Confédération, donc le niveau fédéral, et puis les services d'agriculture, donc l'État, mais au niveau cantonal. Et donc là, il y a eu certains magasins qui ont été développés. Mais sinon, on a ce qui ressemble finalement à la Belgique, donc ce qu'on a entendu depuis 3 ans aussi, et beaucoup de ces épiceries participatives qui se montent, avec un niveau d'implication des agriculteurs plus ou moins fort finalement. Donc voilà, après peut-être juste une chose encore, une chose ou deux pour compléter, dire que on a aussi en Suisse ce qu'on appelle du tourisme commercial, parce qu'on est dans un pays avec un pouvoir d'achat élevé. On est souvent décrit comme un îlot de cherté. Et donc du coup, étant donné que la frontière française est très proche, il y a aussi quand même finalement pas mal de consommateurs qui vont faire leurs courses de l'autre côté de la frontière. Donc ça, c'est aussi une réalité. Et puis, ce que j'aimerais aussi quand même souligner, c'est que on a, en Suisse, le rôle de en Suisse, on a quelque chose, on a un concept qui est celui de la femme paysanne. Et la femme paysanne transforme les produits, donc il y a une transformation à la ferme, qui en général est faite par la femme. Donc il continue à y avoir des groupes de paysannes dans les cantons, même au niveau des plus petites régions, qui vont par exemple développer des services traiteurs, et puis qui sont finalement, et ça nous on a toujours accédé à un groupe intercantonal d'économie familiale, donc il y a quelque chose qui reste justement de ces mêmes années 70-80, où voilà, c'est la transformation à la ferme, mais finalement à un niveau qui est un petit peu plus, qui reste domestique, et qui donc ne prend pas ne change pas d'échelle comme ce qu'on peut voir au niveau des magasins de producteurs en France. D'accord. Voilà. Ok, je crois qu'on y voit plus clair un peu sur la situation sur les deux pays. Peut-être, donc Victor, tu peux peut-être compléter avec ta vision des choses. Oui, alors moi du coup c'est une vision un petit peu plus locale, je dirais, je peux plus ancrer ça dans le territoire dans lequel nous agissons. Par contre, je crois que je vais rebondir sur les paysannes. C'est que c'est quelque chose qui est assez encore extrêmement ancré, et juste pour faire une petite joke, je crois que c'est la première association vaudoise qui a plus de 6000 membres, je crois, donc c'est juste gigantissime. Oui, c'est énorme, c'est gigantissime. Oui. Donc c'est très juste en fait ce que dit Magali. Donc en fait par rapport à je dirais à peu près à ma vision, donc moi j'ai plus fait mes études sur le territoire genevois, donc j'ai plus habité en ville pendant une dizaine d'années, travaillé à l'Uni là-bas, et j'ai vraiment vu en tout cas tout ce qui était l'engouement assez fort par rapport je dirais de l'implication citoyenne dans ce schéma de vente agricole, avec une volonté de pouvoir prendre part en fait, je dirais un petit peu par le mécanisme un petit peu de la souveraineté alimentaire, de pouvoir vraiment prendre part à la consommation, à l'action dans la commercialisation, dans l'achat des produits. Et quelque chose qui est assez peu développé, je trouve, pour ma part, sur le territoire vaudois, c'est que, comme a dit Magali, il y a énormément de petits points de vente qui sont à la ferme,
développée par les agriculteurs, mais peu de mise en commun coopérative. Et ça manque assez fortement, de plus qu'on est sur un territoire où on a, je dirais, une masse de personnes avec un pouvoir d'achat fort, et les agriculteurs ont petit à petit, je dirais, participé et mis le pied un petit peu dans ce système de vente coopérative, mais de toute façon, je dirais, dans notre région, amené uniquement par je dirais, les consommateurs. Par exemple, dans la région, nous, notre ferme, on vend à 3 magasins coopératifs, mais qui sont vraiment détenus par des consommateurs, quoi. Et là, je pense que c'est quelque chose on voit au niveau de la rapidité de mise en œuvre, c'est extrêmement intéressant pour développer, parce que pour moi, c'est un moteur, en tout cas dans l'arc lémanique, de cette consommation agricole paysanne, parce que ces gens qui sont consommateurs ont un panel de compétences qui est généralement extrêmement large, quoi. Qui va, je dirais, du comptable au designer, je dirais, web, au web designer, avec la personne qui est spécialiste en com, généralement, ça tourne très vite. Et on voit que du coup, le mouvement, des fois peut-être agricole, je le vois de mon point de vue, quand j'étais au comité de l'association romande des marchés paysans, donc la première association de vente directe pour la Romandie, donc qui regroupe plusieurs cantons. On voit que la mise en commun de ce genre de projet est un petit peu plus complexe par l'implication, je dirais, 100% paysanne agricole, quoi. Et ça, je pense qu'en tout cas, l'implication collective va un petit peu booster je dirais, le réseau dans l'arc lémanique, quoi. Voilà, c'est un petit peu mon point de vue. Et on voit que par contre, j'ai juste quelque chose à rajouter, on voit que surtout, on est quand même différencié entre, par exemple, l'arc lémanique, où on a une densité de population qui est apparente à peu près entre 800 et 15 minutes en voiture plus loin dans le Jura, on descend tout de suite à 30. Je dirais, on a une fragmentation de l'habitat qui est très fort, et on voit que dans les endroits qui ont encore des communautés rurales, nous on fait des marchés là-bas, on voit que les gens sont très sensibles au côté agricole et non, je dirais, et non moins collectif par rapport à ce qu'on achète. Et ça, je pense qu'il y a une différenciation qui est encore très franche dans nos bassins d'achat, en fait. Voilà. Ok, d'accord, je crois qu'on y voit déjà beaucoup plus clair. Ce que je vous propose peut-être à Benoît et puis à Victor, vous qui êtes impliqués dans des projets collectifs, peut-être nous présenter, rentrer un petit peu plus dans le détail de c'est quoi cette organisation collective à laquelle vous participez, et peut-être nous expliquer en quoi ça a du sens pour vous, qu'est-ce que vous y recherchez, ou qu'est-ce que les gens qui adhèrent, qui adhèrent à ces structures collectives recherchent, quoi. Peut-être commencer par Benoît. Oui. Peut-être réagir comme ça, une réflexion qui m'est venue sur la discussion qu'on a eue tantôt. Au niveau de la transformation à la ferme, chez nous, j'ai l'impression qu'on vient d'une agriculture qui était très loin dans l'industrialisation, dans la spécialisation, et il y a toute une série de métiers qui avaient disparu. Faire des bières locales, faire du fromage, faire du pain à la ferme, faire du beurre, même le maraîchage sur petite surface et diversifié, tout ça avait complètement disparu. Et ce sont des métiers qui sont en train de renaître aujourd'hui, de redémarrer. Après 2 ou 3 générations, ça avait disparu. Et donc, c'est des métiers à réapprendre. Mais il y a un vrai engouement, il y a des nouveaux paysans qui s'installent. Et donc là, il y a un truc qui est peut-être différent dans une zone plus d'agriculture de montagne, où peut-être des traditions de savoir-faire sont plus maintenues. Ici, il y a vraiment des savoir-faire à reconstruire. Bon, ça n'a rien à voir avec la question que tu me posais, mais c'était une réflexion. Non, mais c'est intéressant parce que détrompez-vous, par exemple, pour tout ce qui est agriculteur boulanger, ça revient gentiment, mais il y a un réseau qui est en train de se constituer, donc à l'ancienne, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui s'est en partie perdu. Voilà. Ok. Voilà. On a aussi cette tendance-là ici. Voilà. Complètement. Ok. Benoît. Voilà. Alors, peut-être expliquer un peu ce qui nous a animés donc dans la coopérative paysan artisan. Donc, ça démarre en 2013, donc c'est quand même pas très très vieux. Ça démarre plutôt de consommateurs citoyens militants, je dirais, du même village.
c'est pas la ville, c'est le village. Donc ça démarre de là. Et puis les objectifs de ça, c'est que quand même on était tous plus ou moins proches du milieu agricole, c'est de voir que d'une part il y a des fermes qui disparaissent de plus en plus, et que il nous semble important de retrouver de la maîtrise sur pour savoir nous en tant que consommateurs comment c'est fait, d'où ça vient et qui le fait. Et de retrouver des solidarités avec des agriculteurs qui essayent de faire les choses un peu autrement. Donc voilà, on démarre ça, on fait un tour d'une vingtaine de producteurs dans notre région, tout le monde est OK pour démarrer, et on démarre avec de la vente en ligne en 2013. Avec une centaine de coopérateurs qui, dès le départ, avant qu'on démarre, ont déjà rejoint la coopérative. Donc voilà, on va démarrer avec ce système-là, on va être hébergé quasiment gratuitement dans une école du coin, tout ça pendant 3 ans. Et puis au bout de 3 ans, ça s'est développé, on a augmenté quand même assez de personnes qui commandent chaque semaine. Et puis alors on va investir dans un local logistique et on va commencer à réfléchir à ouvrir un premier magasin. Et donc en 2017, on ouvre un premier magasin, un deuxième en 2018, un troisième en 2019, et cette année-ci, on va en ouvrir 3. Donc voilà. Toujours des petits magasins plutôt qui vont favoriser la convivialité, la rencontre au niveau des quartiers, des villages, et des magasins qui vont s'implanter là où il n'y a pas de magasin à la ferme. Donc plutôt en milieu urbain. Oui, ouais. Benoît, pour nous préciser les choses, quand tu parles de petits magasins, en termes de surface, c'est quoi à peu près? Alors on est entre, pour le moment on en a 3, donc entre 65 mètres carrés et 150 mètres carrés. D'accord. Donc c'est des petits magasins qui sont pour le moment, les 3 sont à Namur, un en plein centre-ville et 2 dans les centres des gros quartiers autour. Et les 3 magasins qu'on va ouvrir cette année, c'est plus des plus petits magasins. Alors là, on est en zone périurbaine, dans des villages, avec des magasins aussi qui font moins de 100 mètres carrés. Et là, ce sont plutôt des gens des villages qui nous appellent en disant « le magasin chez nous vient de fermer, on ne pouvait pas venir ouvrir ». Et donc là, on est là-dessus, on est en train de choisir entre plusieurs possibilités parce que il y a des gens qui nous appellent quelque part. Donc voilà. Donc on ne veut pas s'orienter vers le supermarché ou la petite surface. On est sur vraiment des petits magasins. Voilà. Et alors entre-temps, on a aussi développé maintenant un service plus qu'on a appelé petit grossiste. Et donc l'idée, c'est que nos producteurs, donc voilà, on a une centaine de producteurs, il y a beaucoup de magasins à la ferme. Et que ces magasins à la ferme avaient tendance plutôt à grandir, il y a une demande, mais en dehors de ce qu'ils produisent chacun dans leur ferme, avaient tendance à acheter chez des grossistes, qui eux-mêmes s'approvisionnent chez des producteurs qui sont beaucoup plus gros, qui ne leur ressemblent pas. Et donc voilà. Donc l'idée maintenant avec ce petit grossiste, c'est de fournir les magasins à la ferme pour compléter leur gamme avec des produits d'autres petits producteurs de la région. Et donc on est parti là-dessus. Vous prenez en charge la logistique pour établir la relation entre différents producteurs et distributeurs. Donc on a un centre logistique où à la fois pour la vente en ligne pour nos magasins et pour les magasins à la ferme, les producteurs viennent apporter leur production. Tout ça c'est de la vente en ligne. On est plutôt quand même en flux direct, donc voilà. Et alors on a 2 camions qui vont se distribuer ça sur les différents points. Voilà. Et sur la vente en ligne, les gens commandent donc par internet et on a 18 points de dépôt où les gens viennent chercher leurs commandes. Et donc voilà. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué notre affaire ici. Et on voit que dans le collectif dont je parlais tantôt, 5C, toute cette dynamique coopérative démarre après 2013 ou en 2013. Donc tout ça est récent.
toutes ces, à part une coopérative de producteurs qui est beaucoup plus ancienne, qui a démarré il y a 45 ans, qui est aussi membre du collectif, tous les autres démarrent, là, c'est le point de départ, 2013, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, voilà, il y a une effervescence à ce moment-là. Ok, d'accord. On reviendra tout à l'heure sur comment se passe la gouvernance, etc. Mais peut-être Victor aussi sur pourquoi tu t'es impliqué dans un projet comme ça. Je crois que tu es un des membres fondateurs du point de vente Oui. que vous avez en commun, de la coopérative. Exactement. Et la coopérative, c'est un point de vente, alors elle fait quoi, alors, la coopérative d'Orignol? Alors, justement, la coopérative, en fait, c'est un point de vente. Mais ce que je vais peut-être expliquer, c'est d'abord peut-être commencer un petit peu par l'historique, en fait, l'histoire de notre coopérative. Alors, en fait, c'est assez simple. On est dans un petit village où on n'a plus du tout de points de vente, plus de lien social qui s'est fait depuis, je dirais, à peu près une dizaine d'années. On avait un gros organisme en Suisse qui était la Poste, qui disposait de beaucoup d'espace dans tous les villages quasiment. Et suite à une politique de restructuration, ils ont fermé beaucoup d'espaces postes dans les villages. Donc on s'est retrouvé avec souvent des espaces vides dans les villages. Notre village avait plus de sociétés de laiterie, plus de petits magasins. Et quand je suis retourné à la ferme, quand j'ai repris le domaine, j'ai fait une mutation du domaine pour passer en agriculture biologique, avec toute une histoire de vente directe. Pour faire des marchés parallèles, j'ai repris une deuxième petite exploitation en micro-maraîchage. Donc je fais aussi un petit peu de recherche pour le canton de Vaud. Je suis sur le site d'une école d'agriculture pour faire du micro-maraîchage et de la microculture fruitière. Et suite à ça, en fait, on s'est rendu compte que du coup, au niveau des canaux de vente, il fallait trouver quelque chose pour retourner dans les villages. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, il y a beaucoup de coopératives de consommateurs qui s'ouvrent. Nous, dans notre village, on a un potentiel, je dirais, de produits fermiers au travers justement de ces paysannes vaudoises. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez important. Il y avait quand même pas mal de femmes de paysans qui faisaient des petites transformations. Chacun avait son point de vente, donc il y avait des œufs, mais le problème c'est qu'en discutant avec les gens pour aller chercher les œufs, il fallait traverser l'écurie, trouver déjà la lumière de l'écurie pour aller chercher au fond déjà pour aller chercher le bac des œufs. Donc il y avait toute une multitude de produits qui existent en fait, mais qui n'avaient pas forcément de centralisation et aucune communication. Et puis ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a commencé à discuter, on s'est mis avec 2 couples d'amis, et on a commencé à organiser un petit peu des petites séances au village avec des agriculteurs intéressés pour savoir si d'un coup ça prenait. On a élargi aux agriculteurs des villages avoisinants et on a eu un petit team d'une dizaine de personnes au début qui ont commencé à adhérer au projet. Donc ça, c'était en 2017. Et durant 2018, on a commencé à monter toute notre structure pour regarder comment ça allait se passer. Et on a ouvert en fin 2018. Mais par contre, on avait fait le choix, comme j'ai posé la question de savoir qu'est-ce que c'était la coopérative, on a fait le choix de prendre la structure au niveau des entreprises, qui est la structure d'une société coopérative, parce qu'elle poursuit des buts, je dirais déjà un petit peu, sociaux, avec un but collectif, avec une prise de décision qui fait que chaque agriculteur, malgré le nombre de parts qu'il possède, a toujours le même droit de vote et l'équité à l'Assemblée générale. Donc ça, pour nous, c'était extrêmement intéressant. Et de plus, on a fait le choix d'avoir que des membres agriculteurs, parce qu'il y avait une petite inquiétude aussi de la part des agriculteurs qui, du coup, allaient délocaliser leurs locaux de vente en disant, mais est-ce que du coup ça va fonctionner ou pas? Et moi, j'aimerais surtout pas que d'un coup, il y ait d'autres personnes qui puissent influer sur les décisions, sur les produits que j'aimerais amener. Il y avait un tout petit peu des fois de crainte. Alors on s'est dit, pour le début, on va faire en sorte que ça soit notre coopérative. Et puis en plus, ce qui était assez drôle, c'est que les grosses coopératives en Suisse sont des coopératives de la grande distribution. Par exemple, vous connaissez peut-être les grands distributeurs, on les appelle les grands distributeurs Orange, il y a Migros et la Coop. Ils font quand même partie des 40-50 plus grandes entreprises mondiales du monde de détail, donc c'est quand même des géants. Et ils ont aussi un statut coopératif. Parce qu'à la base, dans leur histoire, ils ont commencé par les sociétés coopératives. Alors nous, on trouvait ça aussi assez intéressant et drôle de dire on fait un petit pied de nez comme ça, ces gros géants, de reprendre aussi les mêmes statuts qui étaient souvent assez faciles pour l'agriculture. Alors, je dirais, nous, on a un petit peu voulu présenter nos produits. On a commencé de manière complètement,
je dirais, rocambolesque, avec, je dirais, assez peu d'un petit local assez peu fonctionnel. On a récupéré d'anciennes postes. Donc c'était un local qui, je dirais, si vous voulez venir voler un panais ou un poireau chez nous, il faut se lever parce que c'est le local où la poste ensuite c'était une banque. Donc je dirais, on a les légumes les mieux protégés de Suisse, je pense. Donc c'est assez intéressant. Et du coup, on est actuellement une vingtaine de membres, dont 4 membres qui ne sont pas agriculteurs, apiculteurs, arboriculteurs ou viticulteurs. Donc on voit que c'est une coopérative qui est quand même largement occupée par des agriculteurs, et on voulait offrir en fait à la population ce service que généralement ils doivent aller en ville pour trouver, c'est-à-dire une coopérative où vous trouvez des produits locaux. Et on s'est dit, nous en tant qu'agriculteurs, on va répondre à la demande parce qu'il y a une forte demande, quoi. Et on a bien vu, je dirais, par rapport à notre chiffre d'affaires et notre fonctionnement, que du coup la demande était réellement présente malgré le fait que beaucoup de gens pensent qu'on était dans des petits villages. Longiros, par exemple, pour vous donner un exemple, c'est un village d'à peu près 400 habitants, donc c'est tout petit, quoi. Et ça marche extrêmement bien, quoi. Victor, juste, oui. la liaison est assez mauvaise. Je ne sais pas si ça vient du fait que tu as un casque. Peut-être vérifier qu'il soit bien branché. Alors je le prends comme ça, au téléphone. C'est mieux comme ça? Là, ça va mieux, oui. D'accord, bon, désolé, alors peut-être que vous m'avez... j'ai peut-être eu un mot sur 3. D'accord. Juste pour qu'on comprenne bien, par rapport à la gouvernance de cette coopérative, donc il n'y a que des agriculteurs qui sont adhérents. Oui, presque que des agriculteurs adhérents. Voilà, à 80%. Et du coup, ceux qui ne sont pas agriculteurs, comment ils participent à la gouvernance, comment ils sont impliqués? Alors en fait, ils sont coopérateurs aussi. Ça veut dire que, je dirais, on a différencié. Il y a deux particularités de notre coopérative. La première, c'est que dans notre coopérative, il faut l'équité entre membres. Ça veut dire que toute personne qui a une part dans la coopérative est membre de la coopérative. Ce que je veux dire qui n'étaient pas agriculteurs, c'est des gens qui sont par exemple, qui font des cosmétiques ou qui font par exemple des produits d'entretien de la maison ou qui par exemple sont trufficulteurs mais qui ne sont pas agriculteurs, je dirais qu'ils ne possèdent pas je dirais un numéro cantonal ils ne sont pas officiellement exploitants agricoles si vous voulez. Et les autres personnes qui participent dans la coopérative sont des consommateurs engagés, dans le sens que c'est des personnes qui nous aident pour faire la communication, le marketing, qui viennent faire les inventaires dans le magasin, qui participent activement au magasin. Mais peut-être ça on le verra dans le 3e point sur l'organisation un petit peu collective et la gouvernance de la surface. Oui. Ces personnes qui sont là un peu à titre bénévole, selon toi, qu'est-ce qui vraiment motive leur implication comme ça en tant que bénévole? Alors, je dirais pour moi en fait, on le voit, ça c'est mon avis assez personnel, mais je dirais qu'il pourrait peut-être coller sur pas mal d'autres personnes. On voit quand on parle avec ces personnes, on leur pose la question pourquoi est-ce qu'ils s'impliquent autant. Il y a énormément de personnes qui ont quand même un souci par rapport à, je dirais, un petit peu l'avenir local et global je dirais un petit peu de l'environnement. Je pense qu'il y a quand même plusieurs personnes qui ont une énorme motivation pour pouvoir œuvrer pour un avenir un petit peu plus collectif, peut-être, je dirais, économiquement plus solidaire, et qui des fois sont un peu désemparés par rapport aux solutions qu'on leur propose, quoi. Je dirais, en versant 20 francs à Greenpeace, c'est peut-être ils ont peut-être envie de faire plus, quoi. Et là, dans ce genre de petites coopératives, la porte d'entrée est facilement franchissable pour rentrer dedans. L'implication, on voit qu'il y a une retombée directe. Les gens, quand ils viennent, ils refont la peinture ou ils mettent en place le site web, ils ont directement quelque chose dans lequel ils sont actifs. Et je pense que la satisfaction, elle est énorme. Donc ces gens-là, ils en retirent une très grande satisfaction. Ils en retirent souvent, je dirais, des nouvelles rencontres. Ils peuvent aussi avoir une compréhension du monde agricole et du monde paysan. Souvent, ces gens-là ont une entrée du monde agricole uniquement par ce qu'ils peuvent voir dans les journaux, peut-être parce qu'ils ont une connaissance qu'agriculteurs, mais ils n'y participent pas directement. Et là, ces gens, en fait, ils rentrent dans ce monde agricole. Il y en a plusieurs qui sont venus voir nos fermes, qui participent pour installer les légumes, qui participent pour savoir comment sont faites les huiles, l'étiquetage de certains produits. Donc il y a vraiment toute une démarche et la satisfaction, elle est vraiment elle est très, 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 très présente. Puis la plupart des gens ils disent mais voilà, moi j'ai vraiment l'impression d'aider et de faire quelque chose de vraiment constructif. Parce que du coup on se rend compte que voilà. Après il y a des gens, je dirais des fois ils font aussi un peu du greenwashing dans le sens où on a des personnes qui sont, je dirais, très 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 chouettes, très motivées, qui du coup se disent aussi de voilà, moi
je fais pas forcément des choses dans lesquelles peut-être qu'ils ont été, je dirais, très fiers de ce qu'ils ont accompli. Puis du coup, là, ils disent, voilà, on vient vous aider pour quelque chose dans lequel ça nous fait plus plaisir de travailler et puis de mettre de l'énergie. Ok. Benoît, est-ce que tu retrouves ce même esprit dans vos coopératives, là où il y a aussi des... Oui, mais on a aussi beaucoup de citoyens, beaucoup de bénévoles. On a compté 450 bénévoles. Donc notamment dans tous nos points de dépôt de vente en ligne, ce sont des bénévoles qui gèrent ces points de dépôt. Alors ce qui est motif, moi j'ai l'habitude de dire, il y a évidemment le sens qui s'y trouve, le projet politique, je dirais derrière, de changer de modèle agricole, changer de modèle de consommation, de retrouver un peu la maîtrise. Mais il y a aussi la convivialité, quoi. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent aussi parce qu'ils rencontrent d'autres personnes, parce qu'ils rencontrent des agriculteurs, parce qu'ils sortent, ça les fait sortir de chez eux, voilà. Et puis je crois qu'il y a un fantasme de beaucoup de jouer au magasin, quoi. Qu'on est petit, on a envie de jouer au magasin. Je crois que et puis ils réalisent leur truc, quoi. Voilà. Il y a tout ça. Ok. Donc on comprend bien le sens là, de la motivation, l'implication des gens. Est-ce qu'on peut aborder, ce que je vous propose d'aborder, c'est un peu quelle éthique vous avez autour des produits, puisque si on fait un point de vente, c'est pour vendre des produits. On peut amener tout et n'importe quoi dans vos coopératives là, ou comment ça se passe? Alors je veux bien démarrer. Allez, Benoît. C'est pas très clair chez nous. C'est pas tranché, c'est pas de dire c'est bio, point barre. Donc c'est de la qualité différenciée, ça dépend un peu des productions. Quand on est en production d'élevage, on est avec des élevages liés au sol. Même chose, quand on est sur des productions maraîchères, on est aussi en pleine terre. Il y a toute une série de bio, mais on n'a pas posé comme condition de départ rien que du bio. En fait, on voulait embarquer avec nous toute une série d'agriculteurs de la région qui sont en bout de souffle et qui cherchent un autre modèle et qui se disent que le circuit court, ça va les sortir d'épaisseur. Et on remarque qu'au fur et à mesure où ils se lancent dans l'aventure, au contact avec les consommateurs, ils arrivent vers le bio. En tout cas, beaucoup moins de chimie et certains passent carrément au label. Donc voilà, on a fait ce choix-là. Aussi, par rapport aux consommateurs, on se dit, il y a une série de gens pour qui, dès qu'il y a l'étiquette bio, ils se disent c'est pas pour nous. C'est pour les autres, là, les gens des beaux quartiers. Et donc on a voulu aussi ne pas que l'identification ne soit pas là-dessus, que l'identification soit plus c'est en direct du producteur. Vous allez connaître votre producteur, vous allez savoir comment c'est fait. Donc voilà. On est parti là-dessus. Alors il y a aussi une autre condition donc on a une centaine de producteurs aujourd'hui. Pour accepter un nouveau producteur dans la coopérative, il y en a quand même souvent qui demandent à rentrer dans la coopérative. Ou c'est nous qui allons en chercher quand il manque des produits. Et une des conditions, c'est que les autres producteurs donnent leur accord. Et puis il y a un conseil d'administration qui décide, mais qui donne leur avis. Et on ne veut pas non plus que sur un produit donné, il y ait trop de monde. Sinon, on divise ça de trop. Alors on fait de la croissance depuis le début assez importante. Ça permet d'accueillir des nouveaux producteurs dans la coopérative. Mais on ne veut pas aller trop vite non plus et mettre en difficulté ceux qui y sont déjà. Voilà. D'accord. Ok. Vous accueillez aussi des produits artisanaux? Alors, non, uniquement de l'alimentaire. On a des discussions au conseil d'administration depuis plusieurs mois sur notamment les produits d'entretien, de nettoyage, le savon, etc. C'est pas tranché encore, mais ça devrait l'être prochainement. Mais sinon, c'est uniquement de l'alimentaire. Et alors, ce qu'il faut dire... Oui, qui peut être artisanal. Et qui est uniquement artisanal. Nous, c'est de la production, de l'agriculture paysanne, on n'est pas sur la production. Et en transformation, c'est quand même plutôt des artisans, voire des petits artisans. Quoi, hein. Donc on n'est pas dans une production industrielle. Okay. Et une autre chose peut-être à rajouter, dernière chose, c'est que quand on ne trouve pas un produit dans notre coin,
On est en circuit court vu que c'est pas une question de kilomètres. On travaille avec des producteurs, des petits producteurs en qualité différenciée, en production artisanale, sicilien, grec, espagnol. Pour des agrumes, pour de l'huile d'olive, pour du vin, voilà, qu'on n'a pas trop chez nous, quoi. D'accord. Et là, on a tissé des liens, on est allé les voir, ils sont venus nous voir, et c'est vraiment de la vente directe aussi. On va chez ces producteurs, ou c'est des groupes de producteurs, plutôt qui sont déjà constitués en coopérative. Généralement, ils sont en bio, eux, parce que comme ils sont plus loin, on demande le label. Mais donc voilà, on travaille avec un réseau comme ça, on amène des gens du Burkina, du Guatemala, voilà. D'accord, ça fait partie des débats qu'il y a en France sur effectivement où on s'arrête, quoi. Voilà. Ok, peut-être Victor, donc sur cette partie éthique liée au produit, comment ça se passe chez vous? Oui. Alors en fait, nous, c'est vraiment, il faut refaire un petit peu par rapport à l'histoire du magasin, c'est qu'on a commencé, on était 7. Alors ce qui s'est passé, c'est que pour ouvrir un magasin avec 7 coopérateurs, il nous a fallu assez rapidement trouver un petit peu de l'offre parce que les gens étaient très contents, ils soutenaient notre projet, mais ils nous disaient assez rapidement, écoutez, c'est chouette, mais il faut un peu diversifier parce que sinon ça faisait vite un petit peu magasin, rationnement un peu URSS. Alors on a nous été à chercher, donc on a demandé à tous nos membres, donc les 7 personnes au début, de se dire ben voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver. Et au tout début, on a dit ben qu'est-ce qu'on veut chercher. Alors on a tout de suite, je dirais, cadré au début que le bio, c'était pas du tout quelque chose qui était je dirais obligatoire, loin de là. C'est vraiment, nous on était dans l'ultra local, c'est-à-dire qu'à la base on était que des gens de notre village ou du village d'à côté, donc ça veut dire au début c'était à 3 km maximum, quoi. Et après on a commencé à ouvrir pour pouvoir trouver d'autres produits, et ce qui s'est passé un peu au début, c'est qu'on a fait ça peut-être un peu rapidement, et on s'est retrouvé avec 2-3 produits, par exemple du chocolat. On a dit bon voilà, du coup du chocolat c'est un peu emblématique par rapport à la Suisse ou la Belgique, hein. Mais et du coup ben voilà, c'est pas du tout quelque chose de local, mais par contre c'était un savoir-faire. Donc là on a dit ok, donc ce qu'on fait c'est que on donne la valeur à quelqu'un qui est un artisan avec un savoir-faire. Donc là on a ouvert, on a eu notre premier coopérateur non agriculteur qui est rentré, quoi. Après pour ça, on a choisi en fait à diversifier en variété et en race. Parce que par exemple, ce qu'on a fait, c'est que vu qu'on est actuellement 20 producteurs, c'est pas énorme, donc il a fallu quand même un petit peu diversifier. Par exemple, il y a beaucoup de gens chez nous qui font de l'élevage bovin et des pommes de terre. Donc on a dit mais ouais, comment on va faire? Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait quand vous venez chez nous dans le magasin, vous avez des races. Donc ça va de l'Angus à la Highland, en passant par de l'Aubrac. Et du coup, les gens peuvent même choisir au niveau vraiment de la race. Donc il y a vraiment quelque chose qui est assez intéressant par rapport à ça. Donc tous les producteurs ont leur place. Et on a fait la même chose par exemple pour les pommes de terre. Donc les pommes de terre, vous avez toute une variété de pommes de terre que les gens trouvent assez intéressant de pouvoir choisir aussi, quoi. Donc on a vraiment essayé de sélectionner comme ça. Et pour la suite, en fait, on est en train d'ouvrir aux producteurs, je dirais, artisanaux non alimentaires. Donc là, il y a type produits d'hygiène, produits, je dirais, d'entretien de la maison, produits de beauté. Et on est en train de faire justement des chartes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû un petit peu on a dû faire un peu le pompier parce qu'on a ouvert beaucoup et maintenant on est un petit peu en train de cadrer. Ça veut dire que du coup, on a dit, par exemple, que pour les produits transformés, par exemple, on veut pas, sauf sous dérogation de l'administration, du coup, par exemple, d'avoir des produits que des gens viennent faire transformer, par exemple, de la papaye, de la mangue et compagnie, quoi. Donc on a dit, on veut quand même rester sur quelque chose d'ultra local, en favorisant les transformations. Par exemple, si il y a un confiturier qui vient, ben, il a dit, ben, moi j'aimerais présenter 2-3 autres gammes qu'il fait. Donc on a dit, ok, d'accord, on va ouvrir à tant de gammes, mais pas plus, quoi. Ça veut dire que l'idée est quand même de travailler avec les producteurs locaux pour favoriser l'agriculture locale et paysanne, et on s'ouvre moins. Par exemple, on a décidé, on va pas vendre, par exemple, des brosses à dents, même si elles sont faites en Suisse, quoi. Il y a par contre quelqu'un dans le village qui fait du bois de feu, et au début on pensait que ça allait pas trop bien marcher, mais c'est assez chouette. Du coup, les gens maintenant viennent viennent chercher le bois de feu dans le magasin, quoi. Donc on voit que ça marche aussi pour le non alimentaire mais local. Donc vraiment au niveau de l'éthique, c'est ça. Par contre, je sais pas comment marche la coopérative justement paysan artisan, mais chez nous on a un système en fait de prélèvement. C'est-à-dire qu'on a on prélève 20% chez les producteurs pour pouvoir faire tourner les frais de fonctionnement, quoi. Donc ça, du coup, ça pose aussi un petit peu le souci je dirais, des personnes qui vendent moins,
comment elle s'implique au niveau de la coopérative. Et ça, au niveau du produit, ça a été un petit peu compliqué parce qu'il y a des gens qui disaient mais voilà, mais moi je vends rien, mais par contre, il faut quand même que je vienne participer 3 heures à la coopérative. Donc il y avait un petit peu ce genre de négociation, quoi. Donc c'est pour ça que on a un petit peu ouvert les produits. Et un petit truc, une petite anecdote assez intéressante, on a des derniers villages où on a beaucoup de producteurs de lait. Je pense que en France aussi c'est un gros problème. Et on n'arrive pas à avoir de produits laitiers. Je dirais produits laitiers bovins. C'est assez contradictoire. Voilà, on a des plus gros villages encore qui produisent, mais du coup le marché est tellement encore, je dirais, un petit peu va loin dans le système un petit peu industriel que là on a du mal à pouvoir avoir des paysans qui veulent faire le pas de faire de la baratte, faire du beurre, de la crème et du lait, quoi. Voilà, c'est le seul produit, je dirais un peu le produit de lutte paysanne où il y a eu beaucoup de lutte, en tout cas en Suisse, sur l'aspect lait, et c'est un produit qu'on n'arrive pas à avoir au niveau paysan local. Ça, c'est un petit peu frustrant pour nous. Ok, très bien. Je pense qu'on a bien compris aussi comment ça se gouvernait des organisations collectives comme ça chez vous, ce qui faisait sens. On va pas pouvoir approfondir plus loin différents points qu'on aurait aimé voir. Peut-être se projeter sur demain. Comment vous voyez l'évolution de ce type de magasin dans vos pays? Peut-être commencer par... on va redonner la parole à Magali. Oui, moi je dirais, effectivement, je pense que la vente directe sur les exploitations, elle risque fortement de continuer à augmenter. Nous ici, on parle souvent de résilience, de diversification des canaux de commercialisation. C'est vrai qu'il y a eu, ensuite, on a des filières qui sont très intégrées, où on a même des distributeurs qui possèdent les outils de transformation. Donc, c'est vrai que par rapport au mouvement d'agrandissement des exploitations agricoles, etc., la vente directe, ça reste quand même pour un agriculteur qui vend à l'industrie, une manière quand même de diversifier, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et je pense que cette vente directe, elle va de plus en plus, et c'est déjà parti, s'accompagner de solutions digitales. Donc nous par exemple ici en Suisse, l'équivalent de la FNSEA, l'Union Suisse des paysans, met à disposition Twins pour pouvoir régler sur l'exploitation. Donc voilà. Je pense que ces épiceries participatives, à mon avis, elles ont quand même un potentiel pour continuer à essaimer et à aussi recréer du lien social et un lien à la fois géographique et aussi entre producteurs et consommateurs. Je pense que ce mot de lien, il est important. Et puis, nous, en tout cas ici en Suisse, on a quand même grosse pression par rapport à la politique agricole et au conditionnement en fait des subventions, de ce qu'on appelle ici les paiements directs. Et ici, nous, l'Office fédéral de l'agriculture, l'équivalent du ministère, promeut beaucoup quand même le concept d'agriculteur entrepreneur. Donc un agriculteur qui va prendre des risques aussi dans la commercialisation de ses produits. Donc si le pas il n'a pas forcément été pris dans les années 2000 de ces magasins de producteurs, moi je me dis que une expérience comme celle de Dorignol, elle a des chances quand même de faire des petits en dehors d'un projet de création d'infrastructures ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un peu pour moi ces trois aspects. Ok. Victor, du coup, comment tu vois l'évolution en Suisse là, chez toi? Alors nous, on le voit déjà, je dirais, au niveau local par rapport à rien que notre ferme. On n'arrive pas à répondre à la demande par rapport à toutes ces épiceries qui sont en train d'ouvrir. Administrativement, moi, j'ai plus le temps de suivre par rapport à ça. Et je pense qu'il y a un grand développement qui va se faire. Comme disait Magali, par rapport à je pense ces agriculteurs qui vont un petit peu se mettre en réseau, peut-être pour essayer de mutualiser en tout cas les frais de fonctionnement par rapport à des points de vente directs ou des formes coopératives. Mais on voit en tout cas que par rapport, je dirais, à la résilience des fermes et des exploitations, je dirais, vaudoises, c'est, je dirais, même essentiel pour l'avenir. C'est même sain, je pense, dans une exploitation de pouvoir avoir une grande partie qui est liée à la vente directe. Surtout dans des fermes qui ont des petites surfaces. On est quand même une ferme avec des petites surfaces.
Et on voit que la population, en tout cas, soutient largement ces initiatives, que le prix qui on pensait au début était souvent un frein pour ce genre d'initiative, les gens sont prêts à faire le pas, pour autant qu'il y ait ce lien qui se crée, quoi, vraiment cet aspect social. On l'a vu en tout cas pendant notre magasin, les gens souvent passent 1 heure à faire leurs courses, ils passent plus de temps à discuter avec les autres que de vraiment faire leurs courses. Et ça, je pense que c'est vraiment le vecteur, en tout cas, d'accroissement de ce genre de petites structures pour ça. Surtout les formes juridiques sont assez faciles. Je ne sais pas comment ça se passe en France au niveau montage financier pour ce genre de petites entreprises, mais chez nous c'est assez facilité et en tout cas on voit d'un bon avenir. La seule chose, c'est qu'il faudra peut-être pas non plus, je dirais, noyer ces petites fermes qui peuvent subvenir à ces magasins de vente directe et se tourner vers des grosses exploitations, par exemple maraîchères, pour remplir les magasins collectifs. Et ça, c'est peut-être un peu le seul biais, c'est qu'actuellement, il faut que ça soit en lien. Donc, je dirais pour moi, la filière doit être intégrée en lien entre les exploitations qui vont participer à ce genre de magasin et le mode de production. Ça, c'est peut-être le seul biais. Ouais. Puis peut-être juste un mini complément pour dire que la Suisse n'a pas un taux d'exportation alimentaire net positif. En Suisse, on se nourrit que à 55% de ce qui est produit en Suisse. Donc à un moment donné, on a aussi un problème de trouver la marchandise. Exactement. Ça, c'est quand même une limite qui est qu'il faut faire avec. C'est assez forte, ouais. Ok. Benoît, sur ta vision un peu du développement de ce type d'organisation collective de magasins. C'est difficile de dire à moyen et long terme. À court terme, on voit bien que l'engouement est là, qu'il y a peut-être un deuxième souffle déjà trouvé dans ce développement-là avec plus de professionnalisation, mais avec le risque de perdre un petit peu son âme au passage. Et donc, il faut à la fois allier une réponse plus professionnelle aux attentes, mais en même temps garder, c'est ce que Victor disait, sur l'approvisionnement de ces magasins, il faut rester dans l'esprit, donc savoir rassembler des petits producteurs qui sont solidaires entre eux et pas aller chercher ce qui manque chez les gros. Donc voilà, donc à court terme, je pense qu'il y a un challenge qui est se professionnaliser tout en gardant vraiment l'esprit. Et puis sur le moyen long terme, c'est difficile à dire parce que je dirais les gros d'en face, ils changent leur discours aussi et leur pratique. Donc il faut se rendre compte que en Belgique, la grande distribution, c'est plus de 90-90% donc de la vente alimentaire, qui sont en train de créer des magasins bio, des magasins de proximité, des magasins zéro déchet. Ils sont en train de s'adapter dans leur discours en tout cas. Et qu'on voit arriver aussi toute une production bio-industrielle et les gens confondent tout et donc sur le moyen terme c'est pas gagné, il va falloir expliquer expliquer les différences et que les gens se trompent pas quoi. Ouais. Donc le lien, créer le lien, le renforcer, ça va être c'est important et ça va être possible. Ok. Entre les producteurs et avec les consommateurs aussi. Voilà. Ok. On n'a pas vu le temps passer, mais on a déjà débordé notre temps d'émission. Donc, il n'y avait pas énormément de questions, on en a traité quelques-unes. Il y avait une question de Diane Dupont, là, qui est chargée de mission sur l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes, au Ségard, pardon. Donc, qui demandait comment était accompagné ce type de démarche. Est-ce qu'il y a des fonds publics qui vous aident peut-être en Belgique? Oui. Donc nous, en tout cas, chez Paysans Artisans, donc on n'a pas d'aide au fonctionnement. Donc ça, c'est vraiment sur les marges qu'on prend et les marges. On n'a pas parlé de cette affaire-là, mais nous, pour tout ce qu'on vend en ligne, on prend 20% sur le prix consommateur fixé par le producteur. Voilà. Et pour tout ce qui est magasin, on prend 30% toujours sur le prix fixé par le producteur.
Mais les producteurs ne sont pas en magasin, donc ne prestent pas. Oui. D'accord. Donc voilà. Alors, par contre, on a des aides publiques au niveau de l'investissement. Et on a notamment un dispositif ici en région wallonne que je trouve assez intelligent, c'est de dire aux coopératives citoyennes, si vous mettez 1 euro sur la table, on met 1 euro, avec un plafond de 200 000. Mais donc ça vient aider des dynamiques citoyennes qui sont déjà bien engagées. Et si on met 100 000 euros sur la table, la région wallonne met 100 000 euros. Ils ont un dispositif comme ça que je trouve assez intéressant. Oui. Et qui nous a bien aidés. Voilà. Juste pour compléter, on reste encore deux petites minutes sur la Belgique. Est-ce qu'il y a des structures qui accompagnent, qui poussent au développement de ces magasins collectifs? Oui, il y a des structures qu'on appelle les groupes d'action locale qui sont financés par la région pour susciter ce genre de choses. Personnellement, je ne suis pas toujours convaincu de leur totale pertinence, mais voilà, c'est parfois beaucoup d'argent. Nous, on travaille aussi avec des agences de développement économique territorial qui nous accompagnent, où là, ben voilà, c'est à notre demande, il y a une complémentarité qui se fait. Je crois vraiment à l'importance de trouver de nouvelles alliances entre des dynamiques citoyennes, donc collectives, privées, mais qui intéressent l'intérêt général, qui s'intéressent à l'intérêt général aussi, et les pouvoirs publics. Il faut trouver des nouvelles alliances là qui soient équilibrées, où c'est pas le bailleur qui maîtrise tout. Ah oui, d'accord. Donc voilà. C'est un peu l'esprit société d'économie mixte qu'on peut rencontrer chez nous en France. Ok. Oui. En Suisse, est-ce que voilà, on a parlé de l'appui de l'État fédéral, je crois, c'est ça? Oui, il existe des outils, mais qui sont assez lourds après à mettre en œuvre pour vraiment un soutien à l'infrastructure. Voilà. Après, je sais pas, Victor, si vous avez eu un quelconque soutien peut-être du parc Jura-Vaudois? Non. Alors en fait, justement, je dirais, si on veut chercher de l'argent, on le trouve toujours. Le seul biais qu'on a eu, c'était qu'au début, justement, on est parti très vite, on n'a pas eu le temps de faire toutes ces démarches. Par contre, il y a au niveau, justement, du district, donc en fait, si vous voulez, c'est comme il y a le département, puis après, du coup, il y a en dessous, la commune. Il y avait des fonds qui sont alloués, qui sont toujours des fonds un petit peu pour le développement économique. Et là, on pourrait avoir des petits fonds. Surtout au niveau agricole, nous on a été aidés par les structures, une structure, je dirais, de conseiller agricole, comme un peu la chambre d'agriculture, qui délègue pour le montage du projet, comment dire, au niveau société en fait, donc société coopérative. Après, pour l'argent, comme avait dit Magali, il y a des PDA, donc des plans de développement agricole, qui peuvent être mis en place pour pouvoir monter des structures, mais qui, de mon avis, je pense que sont des structures de plus grosse ampleur, type paysans artisans, comme vous avez monté en Belgique. Une surface comme la nôtre, d'Orignol, un petit magasin de 100 mètres carrés, c'est pas quelque chose qui rentrerait, je pense, dans le cadre, dans ce genre de projet. Par contre, vu qu'on était largement tous agriculteurs, en Suisse, il y a des outils qui sont donnés par la loi sur l'agriculture au canton, et on aurait pu faire des demandes dans nos chambres d'agriculture et nos cantons, vu qu'on avait monté une structure complètement à 100% agricole au début. Donc, au travers de ça, on aurait pu demander des fonds. Le seul problème, c'est que du coup, on voulait aller rapidement, et on avait, avec l'apport en capital des parts sociales, on a réussi à partir comme ça. Donc d'un côté, on a pu s'affranchir de toutes les démarches administratives qu'on aurait eu besoin. Donc voilà. Mais par contre, il y a des outils qui existent ça peut être au niveau locaux, au niveau de la commune, au niveau du district, donc plusieurs communes ensemble, et au niveau cantonal. Ça, c'est sûr que ça existe. Je dirais il y a des aides à aller chercher. Après, à ma connaissance, je connais pas, après peut-être Magali qui pourrait répondre pour ça, mais les autres coopératives type la Brouette,
je dirais la fève. Je pense pas qu'ils ont fait recours à ça, quoi. Ok. Non, on va peut-être pas rentrer dans le détail. On va pas rentrer dans le détail. Il existe des choses, mais voilà. Exactement. On est en train d'exploser notre horaire, mais on avait dit qu'on avait un peu de latitude. Peut-être juste pour conclure sur vos témoignages, qu'est-ce qui vous a procuré le plus de joie à participer à un projet comme ça? Benoît? Alors, oui, enfin, moi j'ai un souvenir, on a fait une fête, une fiesta de tous les partisans, comme on dit chez nous. Hein. Donc voilà, on était 450 et c'était une vachement belle fête. Ça fait une énergie énorme. On fait souvent la fête dans notre rue. On boit des coups, des bières locales évidemment. Et oui, ça c'est des bons moments. Donc un moment convivial, c'est un des ingrédients du fonctionnement du collectif. Donc c'est vraiment indispensable. Dans tous nos points de ralliement, de points de dépôt, il y a un bar. Ah d'accord, intéressant. On viendra voir. Magali, pour attirer le bénévole. Magali? Bon, moi j'avais rarement participé directement à l'aventure, mais je pense que c'est clair qu'à chaque fois c'est des rencontres humaines et puis c'est ça qui compte, quoi. Voilà. Ok, et Victor? Alors, déjà, nous, à l'administration, on s'est organisé, on va chaque fois manger chez quelqu'un de différent. Et comme ça, on voit la cuisine des autres, et puis on passe toujours des super soirées qui sont généralement, je dirais, longues. Je dirais, la rentrée doit s'organiser. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement collectif, c'est super chouette. On est en train de mettre en place, ça s'appelle le Café d'Orignol. C'est pour que tout le monde se rencontre à l'intérieur de la coopérative, entre les producteurs, les bénévoles, et on va faire ça de manière, à chaque saison, on fait une fête, et les gens peuvent venir, on rencontre, généralement, voilà, il y a aussi des brasseries locales. Chez nous, c'est plus le vin, on a beaucoup plus de vignerons, alors du coup, c'est généralement eux qui arrivent, ils sont très bien équipés pour mettre l'ambiance. Donc, généralement, c'est toujours quelque chose de, voilà, c'est très social, humain, et puis c'est toujours un petit peu la fête, donc c'est ça qui est chouette, qui fait la bonne recette de la coopérative, quoi. D'accord, et ben, comme ça on voit mieux comment ça bouge chez nos voisins belges et chez nos voisins suisses. Voilà, bah écoutez, cette émission touche à sa fin, donc merci vraiment du fond du cœur à nos trois témoins, à Benoît, Magali et Victor, pour vos témoignages, votre participation. On va remercier les auditeurs aussi de nous avoir écoutés et puis poser des questions. On n'a pas pu tout traiter, mais voilà, on y reviendra peut-être plus tard. Donc vous pourrez retrouver prochainement un compte rendu de la radio sur le site internet de Tram. C'est www.tram.org. Et puis on mettra également l'enregistrement de cette radio sur le site. Alors, bonne nouvelle, nous prévoyons d'organiser une prochaine radio Point de Vente Collectif. Ça sera, vous pouvez le noter dans vos agendas, le lundi 22 juin à 13h30. Voilà, donc sur cette radio-là, on abordera un thème plus technique et surtout des solutions, des leviers d'action possibles pour résoudre si problème il y a. Voilà, on est preneur aussi de vos suggestions, de vos attentes. Voilà, cette radio a été réalisée avec l'appui de Marion Van den Bulk et d'Agnès Catala, donc qui sont mes collègues de l'équipe projet Circuit Court à Tram. Et bien voilà, on vous souhaite une bonne après-midi et puis on vous dit à bientôt pour la prochaine radio de Point de Vente Collectif. Et puis on va se remettre un petit coup de musique là, parce que quand même, voilà, on va le remettre quand même. L'Eurovision. Merci à vous.